de suite la parole à Anthony Zanetti d'Axiocode. Axiocode avec qui on travaille aussi pour améliorer et développer notre application MyRéseau, cette application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones et qui vous permet d'avoir en temps réel la liste de toutes les rencontres professionnelles. Voilà, merci de votre écoute et donc c'est à vous tout de suite, Anthony. Alors, oui, bonjour, rebonjour à tous. Donc, je suis Anthony Zanetti, donc je suis effectivement accompagné de Benoît Christians, mon associé chez Axiocode. Donc je suis accompagné donc de Benoît Christians, mon associé d'Axiocode. Donc Axiocode, juste pour brièvement, donc c'est une société messine, donc dont on a 26 collaborateurs actuellement. Donc on fait du développement web et mobile sur mesure, c'est-à-dire qu'on généralement, on ne fait pas, voilà, on n'édite pas de logiciels qu'on distribue ou qu'on réplique. On fait vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire que selon vos besoins, on va construire une solution qui va correspondre à vos besoins assez finement. Donc, il y a pas mal de challenges quand on fait du sur-mesure et à travers cette application, cette présentation, pardon, on va aborder aussi justement ces aspects qui font aussi que le sur-mesure va pouvoir répondre à des besoins très précis. On va notamment en parler quand on va parler de cahier des charges. Alors aujourd'hui, la présentation, on va parler de facteurs clés de succès pour une application mobile. C'est assez orienté application mobile. Il y a certaines clés qui peuvent être aussi utilisées dans d'autres types d'applications. Ce n'est pas forcément uniquement que des applications mobiles, mais la majorité vont concerner les applications mobiles. Alors, quand on dit facteur clé de succès, c'est surtout comment bien faire les choses du début jusqu'à la fin, à la mise à disposition de votre application à vos utilisateurs. Voilà, quelles sont les bonnes étapes et comment bien faire les choses. Après, le succès, bon, il peut être variable aussi, mais c'est au moins atteindre les objectifs que vous fixez au départ. Le succès, il peut être multiple en fait. Alors, donc j'ai un petit peu. Alors moi, précisément chez Axiocode, moi je suis plutôt. Je suis cofondateur avec Benoît, mais je joue quand même le rôle de directeur technique. Et Benoît étant directeur des opérations. Donc moi, j'ai plutôt cette fibre technique et donc je gère donc mon équipe de chefs de projet qui eux-mêmes, on est structuré en plusieurs équipes de production, donc des développeurs web et des développeurs mobiles qui travaillent tous à Metz actuellement. Alors, sur la première clé, on attaque directement le sujet. La première clé, donc, c'est définir précisément son projet. C'est un peu, c'est toujours pareil, avant de commencer, de créer une application mobile, il est essentiel forcément de cadrer son projet. Alors on le retrouve dans beaucoup de métiers, pas que dans le développement d'applications. Il faut vraiment porter une grande attention sur le cahier des charges. C'est vraiment la pierre angulaire de l'application mobile. Il va donc expliquer les objectifs de l'application, quels problèmes surtout elle veut résoudre. Il va décrire aussi précisément son fonctionnement et idéalement, il peut aussi déjà comporter des maquettes des écrans de l'application. Donc c'est vraiment un document, un outil important dès le départ. On constate lorsque on a des appels ou des gens qui nous contactent à travers notre site internet, très peu ont un cahier des charges bien établi, bien ficelé. C'est vraiment quelque chose qui manque. C'est assez, les chiffres sont assez criants, on va dire. Je pense qu'il y a à peine peut-être 10 des sociétés qui nous contactent qui ont déjà un cahier des charges ficelé. Ils ont souvent une idée, mais c'est insuffisant, on va dire, pour commencer à imaginer ou démarrer un développement. Voilà, donc nous,
on essaye d'accompagner un maximum aussi ces porteurs de projets, ces entreprises pour concevoir déjà ce cahier des charges et travailler aussi cet aspect-là avec eux. Et bien souvent, on se rend compte que euh, par rapport à une idée, il y a plein de questions qui ne sont pas abordées et c'est l'occasion aussi de lorsqu'on fait le cahier des charges avec eux, ben, d'aborder plein de sujets et y compris en fait sur le business en lui-même et pas forcément que sur l'aspect technique de l'application. Donc voilà, c'est vraiment un point très important, comme vous l'imaginez. Lorsqu'on réfléchit aussi à son application, bah, il faut aussi d'emblée, et avant toute chose, définir aussi un peu l'environnement technique. Souvent une application, on se dit: «Bah, voilà, je vais créer une application, elle va être disponible dans les stores Apple et Google», mais généralement ça ne suffit pas. C'est-à-dire il y a toujours, de l'information qui est soit délivrée dans l'application ou soit enregistrée par l'application. Bah, cette information-là, à un moment donné, il faut qu'elle soit aussi stockée à quelque part. Alors dans une base de données, d'accord, mais comment on accède aussi à cette base de données? Si par exemple vous avez une création d'utilisateurs, il y a une inscription dans l'application mobile que vous prévoyez, bah, ces utilisateurs, ces inscrits, vous allez, devoir peut-être les retrouver, dans ce qu'on appelle un back office, un autre outil qui va permettre peut-être de gérer ces utilisateurs, les supprimer ou modifier des informations ou suspendre un utilisateur parce qu'il a peut-être, il a peut-être pas payé un abonnement, ce genre de choses. Donc bien souvent, il y a autre chose que l'application mobile. C'est pas une fin en soi, l'application mobile, c'est pas le seul élément généralement, du projet. Et souvent, nous aussi, on rencontre des clients qui, n'abordent que la partie application mobile et ne pensent pas en fait à tout ce qu'il y a autour. Le cahier des charges vient aussi définir, ces éléments-là. Alors bien sûr, s'il y a aussi des bases de données, par exemple, existantes dans soit l'entreprise, ou chez un partenaire qui va être utilisé autour de l'application, bah, il faut se renseigner par rapport à ça. Il faut, bah, si vous n'avez pas la réponse, bah, peut-être que quelqu'un d'autre dans l'entreprise a la réponse, un responsable informatique, un prestataire informatique. Donc il faut aussi mettre autour de la table toutes ces personnes pour travailler sur l'application. Et comme je disais, bah, souvent, on a un espace aussi de gestion qui est nécessaire pour administrer les informations qui sont gérées dans l'application. Donc, il faudra aussi, de la même manière, décrire très précisément dans le cahier des charges. Alors, lorsqu'on fait des applications mobiles, ça c'est un aspect de l'application mobile, ben, voilà, il faut se poser la question aussi sur son mode de fonctionnement. Quelquefois, souvent, on demande à avoir une connexion internet pour pouvoir utiliser une application mobile parce que justement, on va chercher des informations qui sont ailleurs et qui ne sont pas enregistrées sur le téléphone. Et bah, vous mettez à un moment donné hors ligne en mode avion et puis vous voyez que l'application n'est plus utilisable. Si vous regardez sur votre téléphone, vous ouvrez des applications, vous mettez en mode avion, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'applications qui ne seront pas utilisables parce qu'elles nécessitent forcément Internet. Alors c'est peut-être bizarre quand je le dis comme ça, mais dans certains usages, c'est soit important d'avoir Internet, soit ben justement, on peut avoir des usages où on n'a pas de connexion Internet. Nous, on travaille par exemple avec des grands groupes sur des personnes qui sont dans des champs, par exemple, et qui ont besoin d'applications mobiles pour saisir certaines informations dans des champs, et ben voilà, bah, il y a des zones qui ne sont pas couvertes parce qu'on est en 3G ou en 4G au minimum, et ben bah, voilà, il y a des zones qui n'ont pas assez de débit réseau. Et donc d'emblée, l'application doit être conçue pour pouvoir être utilisée hors ligne et synchroniser à un moment donné où on a retrouvé une connexion Internet, synchroniser les données qu'on a saisi dans l'application mobile. Donc l'aspect connexion est très important quand on réfléchit aux fonctionnalités de l'application. Et c'est par rapport aux fonctionnalités et aux besoins de l'application qu'on va se dire, OK, cette fonctionnalité-là,
j'en ai besoin tout le temps et même quand j'ai pas internet. Et ça, c'est très important de le préciser au départ parce que il y a des impacts dans le développement. C'est pas en termes de développement, il y a des choses à faire pour gérer correctement la synchronisation des données quand on retrouve une connexion internet. Donc c'est vraiment un aspect, si vous avez des applications en entreprise, vous savez que vous serez dans des bâtiments ou dans des sous-sols, et cetera. Il n'y aura pas internet, mais vous devez quand même utiliser une application mobile pour un technicien, par exemple. Ben voilà, ça, c'est des aspects qu'il ne faut pas négliger. Un autre aspect qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on construit et qu'on précise son projet, c'est aussi les options de paiement. Si vous faites une application qui vend quelque chose à travers l'application mobile, ben voilà, il y a certaines contraintes qui sont imposées par les stores d'applications, l'App Store ou le Play Store de Google, parce qu'ils considèrent forcément que grâce à leur store qui vous permet de diffuser votre application, vous allez pouvoir vendre quelque chose. Et donc, comme ils vous ont aidé au final à vendre, ils demandent une commission, généralement de l'ordre de 30 lorsque vous faites des achats intégrés dans l'application. Alors là aussi, quand on parle d'achat, il faut faire aussi la différence entre est-ce que j'achète quelque chose de numérique entre guillemets ou est-ce que j'achète quelque chose de physique. Je prends l'exemple par exemple des chauffeurs VTC. Comme Uber par exemple, où on a une application mobile, on va réserver une course. La course, on la paye à travers son application mobile, mais comment dire, la prestation est réalisée physiquement par un chauffeur. D'accord. Donc, ce n'est pas du numérique. Et là, il n'y a pas de commission à donner à Apple. Mais si vous êtes dans un jeu, vous développez un jeu, un jeu sur mobile et que vous achetez des choses à travers le jeu qui vont permettre d'avoir des bonus ou des choses comme ça. Donc là, c'est virtuel. Et là, il y a besoin d'une commission à reverser à Apple sur les achats. Donc ça, c'est important aussi lorsqu'on fait de la vente à travers une application mobile de savoir ça et de savoir si on rentre dans ce cadre-là, parce que ça peut avoir un impact sur votre budget. C'est quand même 30 de commission, c'est pas rien, que vous devez donc reverser à Apple ou Google. Donc vraiment faire attention à ces options de paiement-là. C'est possible bien sûr d'intégrer des achats et des systèmes d'achat d'Apple et de Google dans une application mobile. Mais voilà, c'est des aspects qu'il faut vraiment prendre en compte dès le départ et dès le business plan aussi, parce que 30 comme je le disais, c'est pas anodin comme commission. Surtout que c'est généralement des petites sommes lorsqu'on achète des choses à travers une application mobile, ça peut être des petites choses, donc 30 ça peut directement avoir un impact aussi. Alors, la deuxième clé, c'est optimiser son budget. On va voir en fait que dans un projet d'application mobile, voilà, il y a un tas de choses qu'il faut prendre en compte et pas simplement juste un développement. Bien sûr, lorsque vous engagez un projet de développement, assurez-vous aussi avec le prestataire qui va faire le développement qu'il y a des engagements fermes sur les prix, sur les délais. Ça, c'est des choses assez classiques, quel que soit le métier, même si on peut toujours être surpris. Mais voilà, essayez d'avoir des engagements fermes sur les prix et les délais pour la fabrication de votre application. Bien sûr, si on a fait correctement la phase d'avant, c'est-à-dire le bon cahier des charges qui explique tout précisément, bah, lorsqu'on va avoir un devis, exiger un devis détaillé aussi précis que le cahier des charges que vous fournissez à votre prestataire. Et c'est pas simplement une ligne avec un total sans détail. Donc, exiger d'avoir aussi des détails pour vous aider à comparer forcément les devis. Ça, c'est dans tous les métiers, on a cette problématique-là. Je ne vous apprends rien non plus. Sur le coût d'une application mobile, vous voyez la part sur la partie développement que vous allez confier donc au prestataire qui va développer votre application. Bah, finalement, c'est qu'une
petite partie, c'est une grosse partie, mais proportionnellement aux autres, il y a plus important, hein. Alors bien sûr, j'ai exclu, du développement la partie cahier des charges et maquettes, hein, qui peuvent être faites par d'autres prestataires que le prestataire qui fait le développement, même si ça peut être, la même société qui vous accompagne pour faire ça. Et même si vous faites vous-même le cahier des charges ou votre entreprise qui fait le cahier des charges, il y a forcément un coût qui est aussi lié à la rédaction de ce cahier des charges. Votre temps, forcément, il est aussi payé. Mais vous voyez qu'il y a une grosse partie en fait du budget que vous devez prévoir qui est lié à la promotion, marketing de votre application. Alors là, je parle d'applications surtout, pour le grand public, mais c'est aussi vrai pour, si vous dédiez ça à des entreprises. Si votre application, les utilisateurs de l'application que vous visez, c'est pour des entreprises et vous devez la vendre, bah, il y a une promotion marketing à faire et bien souvent c'est supérieur en fait au coût du développement et c'est des choses qu'il faut essayer d'anticiper, au moins avoir le budget. Mais voilà, c'est pas parce que vous mettez une application sur l'App Store ou le Play Store que, elle va être téléchargée et que instantanément vous allez avoir beaucoup d'utilisateurs. Non, c'est vraiment pas du tout le cas, je ne sais plus les derniers chiffres, mais on est, à plus de 80 aujourd'hui de ce qu'on appelle des applications fantômes, dans les stores, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais téléchargées. Vous voyez, il y a des gens qui ont développé des applications, qui les ont mis dans un store et elles ne seront jamais téléchargées. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une grosse partie des applications, qui ne sont pas téléchargées, parce que, il y a il y a pas le budget, en conséquence sur pour faire la promotion de son application. Alors il y a différents moyens de promouvoir, une application. On va en aborder quelques-unes, dans d'autres clés. Ne pas négliger aussi la partie sur la maintenance, comme tout projet, de développement d'applications, web ou mobile, eh bien, il y a à prévoir, dans votre budget, une partie sur la maintenance, qui va servir, à la fois à ajuster l'application par rapport au premier retour que vous allez avoir, corriger éventuellement, des problèmes ou des bugs, et prévoir aussi, des évolutions, voilà, par rapport au 1er retour. Mais voilà, il y a aussi cette poche-là à prévoir. C'est des choses assez classiques, mais c'est toujours bien de le rappeler. Là, ce que je voulais mettre comme l'accent surtout sur la promotion, le marketing qui sont souvent, oubliés. Bien sûr, une fois que vous avez ficelé, votre cahier des charges qui définit, précisément, que vous avez, demandé des devis à des prestataires, il va falloir choisir effectivement le prestataire et en espérant que ce soit le bon ou ça peut être aussi la bonne équipe lorsque vous êtes dans une entreprise où il y a peut-être des équipes de développement. Voilà, c'est aussi peut-être des fois la bonne équipe et pas forcément que le bon prestataire, mais ça aussi. Donc, je vais balayer quelques critères qui vont vous permettre, voilà, de noter vos prestataires et faire votre choix. Bah, c'est comme dans d'autres métiers, hein, c'est les références, c'est quand même quelque chose de primordial à vérifier, pour juger de la pertinence du prestataire, toujours par rapport à votre projet. Est-ce qu'il a déjà réalisé des projets similaires d'applications mobiles? Ça peut aider dans votre choix. Voilà, il y a peut-être des prestataires qui sont plus orientés pour faire des applications, un peu vitrines, ou des applications de jeux ou plus des applications de gestion ou pour des professionnels. Donc essayer de voir par rapport aux références, alors références qui peuvent être visibles sur le site internet, mais du prestataire, mais souvent c'est pas très exhaustif parce que bon, si le prestataire n'a pas mis à jour son site web, vous allez peut-être pas avoir, toutes ces références, donc demandez-lui, ces références, surtout axées sur le type d'application que vous visez, d'accord? Hem, L'expérience aussi, alors ça peut aller un petit peu avec les références. En théorie, plus on a de références, plus on a d'expérience, mais on peut avoir, une jeune société qui se crée, par exemple, avec, une équipe qui a de l'expérience, sans forcément avoir des références
propres à la nouvelle société qu'ils ont créée, et pourtant ils seront efficaces. Donc, regardez aussi l'expérience de l'équipe qui va gérer le projet. Vous pouvez aussi demander, voilà, ça se fait assez couramment, de demander les CV de l'équipe qui va faire le développement de l'application pour vous assurer que voilà, c'est des gens qui semblent être compétents dans le développement d'applications. Demander aussi, voilà, combien il y a de développeurs, dans l'équipe, quelles sont leurs qualifications, leurs certifications, voilà, le CV, voilà, pour pour pouvoir comparer, toujours, hein, les prestataires, entre eux. Autre point important, sur la technologie, voilà, pour développer des applications, ben, mobile, il y a différentes façons de développer, différentes technologies qu'on peut utiliser. Hem, Vérifiez bien si, les technologies qui vont être utilisées sont des technologies, qu'on dit hybrides, c'est-à-dire que c'est un mix, entre du web et du mobile, enfin, on ne sait pas trop vraiment. Enfin, voilà, il y a des choses qui, selon, vos besoins, ne seront pas possibles de faire dans des applications, hybrides ou par rapport à des applications natives, hein, qui seront développées avec les outils, des éditeurs Apple ou Google. Donc voilà, donc il faut bien se renseigner sur la technologie. Alors c'est des fois difficile quand on n'est pas technique, n'est pas voilà, de savoir en fait quelle technologie sera la meilleure ou ce que va dire le prestataire par rapport aux technologies. C'est pas forcément quelque chose, mais il va falloir quand même essayer de vous renseigner sur les différentes technologies et surtout leurs avantages et leurs inconvénients. Mais normalement, le bon prestataire doit vous dresser déjà un petit peu les possibilités aussi techniques et technologiques pour votre application mobile. Toujours en regard aussi ben, de votre budget, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec un certain budget, d'autres qu'on ne peut pas faire avec un budget des fois trop bas. Et donc, on va aussi faire un choix technologique en fonction aussi de son budget pour atteindre quand même l'objectif de déployer une application mobile. Donc là, la technologie est assez importante, mais c'est certain que vous n'avez pas forcément toutes les informations ou toutes les compétences pour bien appréhender cette partie technologie. Mais c'est au prestataire de vous donner toutes les informations, au moins de ce que lui va utiliser comme technologie et un bon prestataire vous donnera le panorama de toutes les possibilités et fera un budget en conséquence sur les technologies utilisées. Voilà. Ça, c'est très important de bien appréhender ça parce que lorsque vous allez devoir faire évoluer votre application ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Je prends par exemple une application pour des techniciens ou dans le monde de l'entreprise et à un moment donné, ils souhaitent par exemple ajouter une nouvelle fonctionnalité de connexion Bluetooth par exemple à un appareil de métrologie, je ne sais pas, dans une usine ou quelque chose qui et pour se connecter en Bluetooth pour récupérer directement de l'information plutôt que la saisir, la saisir dans l'application, hein, directement la lire depuis un appareil, par exemple, en Bluetooth. Bah, selon la technologie qu'on va utiliser, ben, ça sera possible ou pas. Et si c'est pas possible et que c'est important pour vous, ben, peut-être il faudra redévelopper une nouvelle application, juste parce que vous avez voulu rajouter cette, fonctionnalité supplémentaire qui est pas anodine, bien entendu, mais selon ce que vous allez utiliser comme technologie, ça sera possible ou pas. Donc bien vérifier ça, mais quelque part, c'est aussi l'avoir peut-être déjà un petit peu anticipé aussi dans votre cahier des charges, avoir déjà prévu peut-être les futures versions, après une première version, l'évolution que vous voulez donner à votre application. Donc c'est un peu aussi anticipé. Et quand vous en êtes au cahier des charges et que vous avez déjà cette vision-là aussi des prochaines évolutions, ça permet aussi de guider le choix de la technologie dès le départ et avant de faire le développement et de se rendre compte qu'au final, ça n'ira pas parce qu'on a choisi la mauvaise technologie. Vous voyez, donc c'est vraiment important de se projeter quand même aussi sur le long terme et de bien définir les fonctionnalités pour avoir la bonne technologie dès le départ.
De la même manière, hein, ça vaut aussi pour voilà, d'autres types de projets que du développement d'applications mobiles. L'organisation que le prestataire va mettre en place pour développer votre projet, est-ce que vous allez avoir un interlocuteur dédié pour votre projet? Voilà, quelle est l'organisation? Comment on va vous garantir que les livraisons et les délais seront garantis? Voilà, la gestion de projet. Voilà, tous ces aspects-là sont aussi importants lorsque vous allez faire le choix de votre prestataire. Alors, bien sûr, le coût, hein, c'est évident, c'est aussi ça fait partie de l'équation lorsque vous allez choisir votre prestataire. Heu, Là, je dirais, là, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est avoir vraiment un devis détaillé fonctionnalité par fonctionnalité, parce que peut-être que, par rapport au budget que vous avez, ben, vous allez enlever certaines fonctionnalités ou les reporter à plus tard. Mais si vous n'avez pas de budget détaillé, ça va être difficile de faire le choix d'enlever telle ou telle fonctionnalité si vous n'avez pas un budget détaillé. Donc, les prestataires avec qui vous voulez peut-être travailler, mais qui ne vous ont pas donné de budget détaillé, ben, exigez un budget détaillé. Normalement, ils doivent vous fournir cette information-là. Bah, les délais sont forcément très importants aussi dans le choix, par rapport bah, déjà à votre objectif de mise à disposition d'applications que vous voulez concevoir. Donc, il va falloir s'assurer aussi qu'ils peuvent respecter les délais et votre timing à vous. Alors ça, c'est forcément dépendant de ce qu'on a vu auparavant, hein, s'ils ont une bonne équipe, si ils ont un bon nombre de développeurs, c'est pas une toute petite boîte. Voilà, c'est pas parce que c'est une petite boîte qu'ils vont pas vous livrer dans les délais, mais voilà, ça peut, s'il y a quelqu'un qui est absent et que, les développements sont interrompus, voilà, ça peut être problématique. Donc s'il y a une personne qui peut remplacer, parce qu'il y a une équipe étoffée, bon, quelque part, ça va garantir un petit peu, d'avoir, son application en temps et en heure. Donc vérifiez bien les délais, qu'il soit au moins indiqué dans l'engagement, dans la proposition de l'entreprise. Pour quand ils vont délivrer l'application, combien de temps ça va prendre à la concevoir. Assurez-vous aussi qu'il vous propose un service après-vente, une maintenance, qu'il ait la garantie, le délai de la garantie qu'il vous propose. Est-ce que c'est inclus aussi dans son prix? Est-ce qu'il va y avoir un contrat de maintenance? Comme je disais, c'est une partie du budget qu'il ne faut pas négliger. Voilà, est-ce qu'il vous a fourni un contrat de maintenance? Est-ce qu'il aborde déjà ce sujet-là avec vous dès le départ? Parce qu'il va avoir forcément des retours dans votre application et il va pouvoir l'assurer aussi et qu'il puisse l'assurer. Anticiper aussi la publication de l'application. Alors ça, c'est assez spécifique aux applications qui se retrouvent dans les stores Apple et Google. Voilà, il y a des délais qui sont induits parce que, par exemple, Apple va faire des revues des applications avant qu'elles se retrouvent dans le store. Donc, ils vont vérifier l'application. Il peut y avoir des retours qui sont faits par ces personnes qui font la revue de votre application. Donc, il faut l'anticiper. Il faut se dire, ben voilà, je prévois 2 à 3 semaines pour la revue des applications par les éditeurs. Si j'ai des retours, je pourrais faire les modifications et pour ne pas impacter votre objectif en termes de date de mise à disposition pour vos utilisateurs. Voilà, donc il faut laisser un peu de temps aussi pour cette phase-là, elle ne doit pas être négligée. Voilà, là, par exemple, actuellement, on a avec un client, on a quelques retours sur, sur une application voilà, qui traite certaines données médicales. Donc Apple a envie de savoir quelles sont les sources utilisées par notre client pour calculer ces données. Ben voilà, donc ils nous posent des questions parce qu'ils ont envie de savoir, etc. Donc Apple est très, j'allais dire tatillon, oui et non, mais très
très prudent lorsqu'on demande à mettre une application dans son store parce qu'il veut vérifier que voilà, il y a des règles à respecter étiquetées par Apple, d'accord, qui sont différentes de celles de Google, et ils font une revue manuelle de toutes les applications qu'on leur soumet pour vérifier que ça correspond bien aux règles. Alors règles que bien entendu le prestataire, le client doit être au courant aussi, hein, des règles du jeu de chaque store, de ce qui est autorisé à faire et ce qui n'est pas autorisé de faire. On fait en conséquence, mais il se peut quand même qu'Apple va demander plus d'explications. Voilà, ça arrive assez souvent sur une première application un peu importante. Ça arrive assez souvent qu'il y ait quelques allers-retours avec les reviewers de Apple, et ce qui fait que voilà, ça peut des fois impacter votre mise en production et ce que vous annoncez en fait à vos utilisateurs. Donc là, bien faire attention à cette étape-là et surtout laisser du temps. C'est ça qui est important dans votre planning. Dans l'anticipation aussi de la publication, il va falloir aussi anticiper un petit peu tous les aspects qui sont liés donc au store, hein, donc bien choisir son nom il y a différentes informations qu'on retrouve sur une fiche d'un store. Voilà, il faut regarder tous ces éléments, faire bien attention de choisir le bon nom pour que voilà, vos utilisateurs ou futurs utilisateurs puissent vous trouver correctement. N'utilisez pas par exemple votre nom de famille, enfin votre nom à vous lorsque vous créez votre compte chez Apple, parce qu'après c'est un peu plus difficile après à changer. Utilisez bien le nom de l'entreprise quand c'est une application pour votre entreprise, ce genre de choses qui peuvent être des détails, mais qui peuvent être importants après quand vos utilisateurs vont essayer de vous retrouver dans un store. Utiliser aussi un bon nom d'application, etc. Comme je parlais aussi des règles imposées par les stores, donc voilà, bien vérifier aussi ces règles-là. Idéalement aussi vérifier aussi ces règles sur certains points aussi au début de projet, lorsque vous êtes dans les cahiers des charges, pour savoir aussi la faisabilité de certaines choses. Voilà, si par exemple vous faites une application sur je sais pas moi, de notation de vin ou de choses voilà, par rapport à de l'alcool. Il y a des règles très, très strictes au niveau des applications qui parlent d'alcool chez Apple. Donc voilà, il faut être sûr de ne pas faire trop de promotion ou de pousser la consommation d'alcool alors que vous faites une application pour noter des vins, par exemple. Donc ça, c'est important de vérifier aussi que vous êtes dans les clous au niveau des exigences des stores. Il ne faut pas oublier que vous demandez à Apple ou à Google de rentrer dans leur store. D'accord ? C'est pas un dû, c'est pas parce que vous avez fait une application que vous avez le droit d'être dans les téléphones des gens. Voilà, c'est Apple et Google qui décident oui ou non si une application va dans son store ou pas. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous disent non, vous diront non, même s'il y a des recours, même si vous pouvez faire appel à une décision de rejet d'application, vous êtes libre de faire un recours, mais au bout du bout, c'est eux qui décident si oui ou non vous rentrez dans leur store. Alors vous avez pu bâtir toute une stratégie par rapport à une application mobile, développer toute une application, mais au bout du bout, ce n'est pas vous qui décidez si vous êtes installé sur l'application d'un téléphone. Enfin, l'application, c'est installée sur le téléphone d'une personne. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est Apple et Google qui donnent le go. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête pour s'assurer que quand vous montez votre application ou fonctionnalités d'application, c'est possible de la publier chez Apple et Google avant de commencer le développement. Il y a un petit coût aussi au niveau des stores. Donc, chez Apple et Google, il y a une licence développeur. Alors, c'est pas énorme, hein. Chez Google, c'est 25 € et c'est un tarif unique, mais chez Apple, c'est 99 €, c'est par an. Bon, c'est un petit coût, mais c'est quand même anticipé. Ça, il y a un petit coût pour pouvoir utiliser, si vous voulez, leurs ressources de développement. Comme je disais, il y a aussi le coût sur les commissions lorsque vous faites des achats intégrés dans l'application et que vous rentrez dans les clous de cette commission. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger.
les coûts qui sont liés, liés au store. Je parlais aussi un petit peu avant de la fiche. Voilà, on va soigner les visuels aussi des fiches, des stores. Il y a de plus en plus d'informations qu'on peut mettre sur une fiche d'un store. Voilà, c'est tout un métier aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire des belles captures, on peut aussi ajouter des vidéos pour montrer comment l'application fonctionne. Il y a une description qui doit être la plus exhaustive et la plus précise, sans compter de plus en plus maintenant, dans Apple et Google exigent des informations aussi sur les données privées, comment on manipule et qu'est-ce qu'on fait avec les données des utilisateurs. Donc il y a pas mal d'informations. Et alors, tout ça, bien entendu, c'est pour que l'utilisateur qui va consulter cette fiche ait toutes les informations avant de télécharger. Ce que ne veut pas Apple et Google, c'est qu'on trompe les utilisateurs, donc ce qui est normal, ce qui est louable. Donc ils vont faire très, très attention à ce qui est écrit aussi dans les descriptions et pouvoir avoir une application qui est rejetée parce que la capture d'écran que vous avez mise ou la description que vous avez faite n'est pas en relation avec l'application, ne convient pas à Apple ou Google. Donc vous pouvez être aussi rejeté parce qu'il y a des problèmes dans la fiche, hein, et pas que dans l'application. Donc c'est très, très, très important de donner la bonne information aux utilisateurs avant de télécharger l'application et d'avoir quelque chose. Voilà, après, le côté marketing, c'est là, et promotion, c'est là aussi qui rentre en jeu. Quand je disais qu'il faut prévoir ça, parce qu'il y a aussi des coûts pour réaliser, si vous faites une vidéo d'explication et que vous la mettez sur une fiche, il y a aussi un coût qui est lié à la réalisation de cette vidéo. Voilà, donc c'est très important si vous voulez que les personnes téléchargent l'application, de soigner aussi vos fiches. En sachant que les fiches, voilà, il y a une fiche différente pour Apple, une fiche différente pour Google. C'est pas forcément les mêmes informations qu'ils demandent. C'est des plateformes différentes chez Apple et Google pour aller mettre à jour ces fiches. Donc il faut aussi se familiariser avec tous ces outils. Quand je dis il faut aussi se familiariser, alors souvent c'est le prestataire qui le fait, mais le prestataire il ne va pas inventer des choses. Il va vous demander une description, vous demander qu'est-ce que vous voulez mettre en screenshot, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant sur le store, etc. Donc il faut aussi participer à ça, même si ce n'est pas vous qui allez saisir. Alors, vous pouvez saisir, et vaut mieux que d'ailleurs vous ayez accès à ces outils chez Apple et Google, parce que voilà, il faut que vous soyez indépendant du prestataire. Si un jour vous changez de prestataire, il faut que vous puissiez changer vous-même, toute indépendance, les informations qu'il y a sur les fiches des stores. Donc il faut aussi voilà, appréhender ça et maîtriser ces fiches. Donc oui, rédiger un contenu original et riche, donc ça c'est sur les différentes fiches. Un maximum d'informations, bien préciser aussi toutes les informations de contact, ou le site internet, le support technique, enfin, tout ce qui peut rassurer en fait les utilisateurs avant de télécharger et de se dire: «OK, là je suis sur une application qui me semble être de confiance, donc je vais la télécharger». Tous ces petits détails, surtout quand on fait une application où on sait qu'il y a de la concurrence, voilà, il faut arriver à se distinguer sur tous les secteurs, et ça commence aussi dès la fiche de votre application. Comme pour le web, il y a aussi une optimisation du référencement. Il ne faut pas oublier qu'une fiche, enfin un store d'applications, c'est aussi un moteur de recherche. Hein, lorsqu'on recherche une application, on passe bien par une recherche. Peut-être que vous l'avez déjà fait personnellement. Vous recherchez une application, je sais pas moi, de productivité ou pour faire telle ou telle tâche, je sais pas, un agenda, des choses comme ça. Vous allez taper des mots-clés dans votre store, que ce soit Apple ou Google, pour aller rechercher ce type d'application. Donc, de l'autre côté, quand vous faites votre fiche, assurez-vous de travailler aussi ces mots-clés, ces mots importants qui vont décrire votre application. Vous pouvez aussi ajouter dans les stores, dans les fiches, il y a des possibilités aussi d'ajouter directement des mots-clés
qui vont être utilisés par Apple et Google lors des recherches. Donc, vous pouvez vous-même mettre des mots-clés. Mais la description, le titre de l'application sont aussi des informations qui vont être utilisées par les moteurs de recherche dans les stores pour remonter des résultats, comme sur le web, classique, quoi, en fait, hein. Donc, bien travailler aussi ces aspects-là pour optimiser le référencement. C'est assez dur de monter dans les résultats, mais voilà, il faut se donner aussi un petit peu les moyens parce que c'est important. Le référencement, le monter dans des résultats, bah, il y a plein d'autres critères aussi qui vont rentrer en jeu, hein. C'est le nombre de téléchargements de votre application. Mais d'une autre manière, si vous ne faites pas bien les choses pour qu'on vous télécharge, ben, il y a ces critères-là va pas faire en sorte que vous montez aussi dans les résultats de recherche, ce qui est logique. Donc bien optimiser cette partie-là. Toujours pareil, c'est la prévoir aussi bien en amont. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut dire et pas se retrouver à se dire voilà, 2 jours avant de publier votre application ou peut-être même la veille, qu'est-ce que je vais écrire dans ma fiche, de store? Voilà, c'est plus le moment, c'est plus ce moment-là, c'est vraiment en amont, c'est en amont qu'il faut préciser ça déjà. Alors je parlais tout à l'heure des délais, je reviens juste un petit peu dessus. Voilà, aujourd'hui, il y a je parlais de revues de Apple. Ils ont beaucoup amélioré, le temps de revue d'une application. C'était plutôt long il y a quelques années. Ça pouvait aller, jusqu'à une semaine. C'est-à-dire on envoyait l'application et Apple nous mettait une semaine avant de commencer à faire la revue de l'application. Donc c'était beaucoup. Aujourd'hui, ils ont arrivé à améliorer ces délais. On est passé autour de 2 jours. Il y a une différence aussi entre lorsque c'est la première fois qu'on soumet une application et lorsque c'est des mises à jour. Forcément, lorsque c'est des mises à jour, ça va un peu plus vite. Mais voilà, anticiper plutôt 2-3 jours de revue et c'est comme je disais, hein, c'est pas 2-3 jours, c'est vraiment prévoir plus parce que, voilà, il va avoir des retours. Sur une première application, c'est quasi certain que vous allez avoir, des retours sur certains aspects de votre application, où ils vont demander des détails. Ils vont savoir, par exemple, là, quelque chose d'important lorsqu'on a une connexion, lorsqu'on ouvre une application et qu'on nous demande de nous connecter avec un adresse email et un mot de passe et soit on a un système d'inscription, soit on n'a pas de système d'inscription et il faut se connecter d'emblée parce qu'on a fait une inscription par ailleurs, soit sur un site web ou autre, et on a une application qui nous permet d'utiliser ces mêmes identifiants pour se connecter. Et ben Apple, ben, forcément, lorsqu'il va ouvrir l'application, il a besoin d'un compte pour se connecter, sinon on ne va pas pouvoir voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de votre application, parce qu'ils vont regarder les fonctionnalités de l'application. Donc il faut leur fournir des identifiants pour se connecter à l'application pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est des choses à pas négliger. Il faut prévoir aussi un compte. Alors, ça peut être un compte avec que vous avez créé vous-même pour le reviewer, soit associé à toutes les fonctionnalités ou certaines fonctionnalités, peu importe. Mais il faut leur fournir ces informations-là avec un mot de passe pour qu'ils puissent se mettre dans la peau d'un utilisateur pour rentrer dans l'application et vérifier toutes les fonctionnalités. Voilà. Ça, c'est très important. Lorsque vous avez une connexion qui est requise dans votre application avec des identifiants, bah, il faut fournir les identifiants aussi à Apple pour vérifier. Je parle beaucoup d'Apple parce qu'Apple font de la revue d'applications systématique, alors que Google ne la fait pas systématique. On peut avoir son application publiée assez rapidement dans le store, dans le Play Store, sauf que ils font de la revue plutôt a posteriori, ou sur des signalements, ou alors s'ils remarquent que, par exemple, vous avez une note, qui se dégrade ou qui est pas très bonne, donnée par les utilisateurs, ça va attirer un petit peu leur attention et on va se dire: «Mais pourquoi, cette application, a une mauvaise note? On veut pas d'applications, qui ont des mauvaises notes dans notre store, donc on va aller vérifier, on va aller regarder ce que c'est que cette application-là». Donc il y a quelques signaux, en fait, des fois donnés qui vont dire à Google: «Bah, tiens, il va falloir faire une revue de l'application». Mais
La tendance, ça va être surtout, à un moment donné, ça va changer, ça va être comme chez Apple. Ils vont faire de la revue systématique, soit une partie par des robots, c'est possible, soit humaine comme Apple, mais on n'est pas, enfin là, enfin c'est plutôt là où on va et pas plutôt le contraire. Ça va pas s'assouplir, ça va plus se rigidifier aussi chez Apple, chez Google, pardon, parce que ben voilà, il y a du spam aussi dans les stores et il y a beaucoup de spam, d'applications spam ou d'applications malveillantes, on va dire, dans le Play Store. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chez Apple parce qu'il y a ce principe de vérification systématique avant de publier quelque chose dans le store qui est fait par Apple. Et chez Google, c'est fait après. Donc, ils se retrouvent avec beaucoup de problèmes et donc, on va plutôt dans un durcissement chez Google que plutôt un assouplissement chez Google et Apple. Une des causes aussi de rejet d'une application, c'est lorsqu'il y a des dysfonctionnements. C'est un des cas, c'est un des cas de rejet les plus importants. Le reviewer va ouvrir l'application et puis il va sur quelques fonctionnalités et puis il va tomber sur un crash de l'application, une fonctionnalité qui va pas fonctionner. Eh ben, il va rejeter l'application d'emblée. Il ne va pas chercher à comprendre, il va rejeter l'application. Il ne va pas continuer sa revue et il va rejeter l'application et à vous de la corriger. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut éviter, bien sûr. Donc, pour éviter ça, ce qui est important, c'est de faire des recettes, hein. C'est pareil par rapport à votre prestataire, exiger une phase de recettage, de validation de l'application avant de la soumettre au store. D'accord. Et toujours pareil, on est dans des délais, on est dans du planning. Cette phase de recette, de cette phase de validation, il faut laisser le temps au temps. Il faut le prévoir dans vos échéances. Il faut se dire, ben voilà, selon le temps de développement de l'application, il y a forcément un temps de recette qui est en fonction. Si vous avez une application compliquée qui nécessite 3 mois de développement, elle ne va pas se tester en une journée. Voyez. Donc, peut-être que pour 3 mois de développement, il va falloir prévoir 2 à 3 semaines de recettes de validation. D'accord. Pour s'assurer qu'elle réponde correctement déjà à votre besoin, hein, que ce soit bien ce que vous aviez demandé en termes purement fonctionnels, sans parler de bugs, et puis que voilà, et qu'il n'y ait pas de problème, de dysfonctionnement une fois qu'on commence à mettre des données à l'intérieur, que ça fonctionne correctement. Donc ça nécessite que le prestataire qui vous fait le développement vous mette à disposition déjà une version de recette de l'application avec un environnement aussi de recettes. Je parlais au début d'outils de gestion de back-office qui est généralement nécessaire lorsqu'on a une application mobile. On a une application mobile, mais après les données, elles sont peut-être accessibles d'une autre manière pour un administrateur, pour vous, en tant qu'administrateur de votre application-là, vous allez pouvoir accéder aux données saisies par l'utilisateur dans l'application dans un autre outil qui est souvent un outil type web, application web de gestion. Donc, vous allez avoir des choses aussi à tester dans cet environnement-là. Donc, c'est vraiment important. Et lorsque vous allez commencer à saisir des informations à l'intérieur, voilà, voir que l'application fonctionne toujours correctement. Donc, ce que je veux dire, c'est, je me répète peut-être encore, mais c'est du temps. C'est toujours du temps et c'est encore des phases importantes. Donc, je parlais de cette phase de revue et se laisser 2-3 semaines au cas où il y a des retours d'Apple. Là, je suis en train de dire qu'il faut 2-3 semaines, peut-être pour une application de 3 mois de développement, 2-3 semaines de phase de recette. Donc voilà, il faut vraiment prévoir ce temps-là quand au tout début, vous imaginez votre projet. Je dis, voilà, j'ai envie de déployer une application pour le mois de juin. L'application, elle est assez importante. Est-ce que si je mets bout à bout toutes les phases importantes, est-ce qu'au mois de juin, c'est possible ou pas? Il faut arriver à être conscient de ça. Et toujours pareil, c'est le prestataire aussi au tout début. Déjà, lorsqu'il va vous faire votre proposition, la proposition commerciale, qui doit vous alerter plus ou moins déjà sur tout ça et ses délais. Donc voilà,
comptez à peu près 10-20% du temps de fabrication. Quand on vous dit il y a 3 mois de développement, voilà, comptez 10-20% de ce temps-là pour cette phase de recette. Alors pour faire une bonne phase de recette, c'est pareil, on a besoin de certains éléments et on a souvent, et c'est souvent négligé par certains prestataires, nous on essaie de mettre un point d'honneur là-dessus, c'est le plan de test. Lorsqu'on définit une fonctionnalité dans un cahier des charges, l'idéal, c'est dès le cahier des charges, dès les spécifications, c'est aussi dire comment on va pouvoir tester cette fonctionnalité-là, se projeter déjà sur le test. C'est-à-dire quels sont lorsqu'on définit un plan de test, en fait, on va prendre chaque fonctionnalité et on va dire pour chaque fonctionnalité les actions qu'on va faire et pour chaque action le résultat qui est attendu. Je vais appuyer sur tel bouton, il y a ça qui va se passer. J'appuie sur le bouton suivant, il y a ça qui doit se passer. Je fais un calcul, voilà le résultat de ce calcul par rapport aux informations que j'ai saisies. Tout ça, ça doit être listé. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle un plan de test. On prend fonctionnalité par fonctionnalité, on définit des tests, action, résultat attendu. D'accord. Tout ça, ça fait un ensemble, ça s'appelle le plan de test. Et au moment où vous allez faire la recette, vous allez parcourir ce plan de test-là et vous allez dire OK, ça c'est OK, ça c'est pas OK. Ça peut être fait tout simplement dans un fichier type Excel, un tableur, etc. Et bah voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas OK, ça ne peut pas passer en production. Et ça doit être corrigé. C'est vraiment important d'exiger un plan de test, la disponibilité d'un plan de test au prestataire. C'est important d'exiger ça lorsque vous êtes dans les phases de recette. Et bien sûr que le prestataire ait prévu ça aussi dans sa proposition commerciale. Ça paraît être du bon sens, mais je vous assure que c'est pas le cas. Peu de prestataires fournissent un plan de test, pour tester l'application. Alors on va voir, voilà quelques pistes encore pour réussir aussi le lancement, de son application. C'est-à-dire que là, on s'est assuré que tout allait bien au niveau du développement, on a fait la recette, tout va bien. On a publié dans le store, Apple et Google nous ont, laissé entrer dans le store. Et on validait l'application. Donc maintenant, on peut penser à la phase de lancement, même si bien sûr, il y a toujours des choses en amont à préparer avant. Donc en amont de l'application, au niveau de la promotion, il faut. Alors après, ça va dépendre aussi du type d'application que vous réalisez ou votre idée. On peut déjà commencer à donner envie un peu aux clients ou aux utilisateurs ou aux futurs utilisateurs. Ça peut être, vous pouvez préparer une page web de lancement de l'application. Pendant que vous êtes en train de la développer, vous pouvez déjà communiquer autour de l'application. Alors, quelquefois, on veut faire des applications, on a une idée peut-être un peu secrète et donc on ne veut pas forcément trop en dire par rapport à la concurrence. Voilà, ça n'empêche qu'on peut quand même un petit peu en parler et créer déjà selon le cas, un enthousiasme autour de l'application avant qu'elle soit disponible. Dans le cadre de l'entreprise, des applications pour une entreprise, pour des utilisateurs bien définis dans une entreprise, ça marche aussi, hein. C'est pas que pour des apps grand public. Vous pouvez déjà commencer à parler, à faire la promotion d'une application qui est en cours de développement, qui va régler tel ou tel problème. Ça peut être à travers, je ne sais pas si vous avez un intranet d'entreprise, vous pouvez faire la promotion autour de l'intranet. Voilà, vous pouvez selon les outils à disposition dans l'entreprise, vous pouvez faire la promotion aussi de quelque chose qui est en train de se faire, qui va régler un problème pour certains utilisateurs et avoir déjà un petit engouement autour de l'application. Vous pouvez aussi dire, lorsque c'est une application peut-être pour le grand public et vous voulez faire une phase un peu de bêta. Alors la phase bêta, d'un point de vue des utilisateurs, de vos clients, c'est pas une phase bêta quand vous on fait une recette, hein. C'est déjà une application en production qui fonctionne bien et vous ouvrez simplement à quelques utilisateurs ou un panel d'utilisateurs votre application pour avoir des retours des utilisateurs. Pas des retours sur des choses qui ne marchent pas ou des dysfonctionnements, mais plus sur les fonctionnalités, si elles sont bien adaptées pour eux et peut-être justement réajuster
s'ils ont d'autres besoins ou s'il faut ajuster des fonctionnalités. Mais on ne parle pas de bugs ou de choses comme ça qui doivent être remontées par des bêta-testeurs, hein. C'est pas l'objectif, mais ils risquent plus d'être déçus qu'autre chose. Donc faites aussi attention à ça. C'est pas parce qu'on donne une version qu'on dit bêta que c'est une application qui ne fonctionne pas. Au contraire, c'est doit être une application qui fonctionne, mais toujours pareil, susciter aussi l'envie d'en voir plus, d'aller plus loin. Et ces utilisateurs-là, que ce soit même en entreprise, hein, ça va être aussi un peu des ambassadeurs de votre application, hein. Donc si vous faites cette phase-là correctement et que ça fonctionne bien avec eux, ils vont parler, que ce soit à des collègues ou si c'est une application grand public, ils vont en parler sur les réseaux sociaux, ils vont faire des choses, etc. Et ça va donner un engouement aussi à votre application. Et lorsque vous sortirez de cette phase un petit peu bêta, avoir déjà un nombre d'utilisateurs intéressés important. Pareil, lorsqu'on est sur un outil, alors pas forcément que d'entreprise, hein, parce que lorsqu'on a une équipe qui doit gérer un produit, une application, je parlais d'un back-office, un outil de gestion, voilà, il faut s'assurer aussi que les personnes qui vont tourner autour de l'application, qui vont gérer, voilà, les utilisateurs, qui vont gérer les données qui sont saisies par les utilisateurs, elles soient formées correctement, aux outils, qui connaissent correctement l'application et toutes ses fonctionnalités, et qui soient formés aussi aux outils de gestion autour de cette application-là. C'est très important que toute l'équipe soit formée, que tout le monde soit bien au fait de l'utilisation de l'application. Lorsque c'est une application mobile dans une entreprise, pour des utilisateurs, c'est pareil. Veillez à ce qu'ils soient aussi formés à l'utilisation de l'application. Ne dites pas, voilà, maintenant il y a une application, vous pouvez la télécharger. Il est laissé comme ça tout seul, ça marche généralement pas. Il faut les accompagner, ça peut être de la formation interne, ça peut être de la documentation, ça peut être des choses, mais c'est surtout une application aussi qui répond aux besoins des utilisateurs, hein. Là, je vous renvoie surtout à la première clé, hein, sur le cahier des charges, sur le cadrage du projet, hein. Il faut faire des applications qui répondent à un besoin d'utilisateur. Donc, normalement, quand on arrive à ce moment-là, on a fait les choses correctement par rapport à des demandes des utilisateurs. Donc, bon, on voit encore beaucoup d'applications, on développe encore beaucoup d'applications pour des clients. On peut remettre encore en cause cette phase-là qui a été peut-être un peu négligée de recueil des besoins, des vrais besoins des utilisateurs. C'est aussi un métier de recueillir des besoins, être sûr que c'est les bons besoins. Voilà, c'est souvent les chefs de projet qui ont des idées d'applications, ils sont un peu dans la tête dans le guidon, et ils n'ont peut-être pas les bonnes façons non plus d'appréhender ça. Alors souvent, on peut être accompagné aussi sur des ateliers pour bien cerner les besoins d'utilisateurs et avoir un regard extérieur et interroger, faire des interviews d'utilisateurs ou du futur utilisateur par quelqu'un qui n'est pas dans la société. Ça peut mieux marcher, on va dire, pour faire sortir vraiment les vrais besoins. Parce que des fois, il y a des choses qui ne se disent pas en entreprise, tout simplement. Voilà, après, si on lance une application qui est dédiée déjà à ses clients, pas hésiter aussi à communiquer auprès de ses clients. On a peut-être déjà une newsletter qu'on envoie à des clients existants. Voilà, c'est un moyen de faire la promotion d'une nouveauté, d'une nouvelle application, d'un nouveau système. Donc, pas hésiter à utiliser déjà les canaux que vous utilisez pour prévenir vos clients qu'une application existe, par exemple. Donc voilà, ça, il y a des newsletters qui peuvent être mises en place, il y a des choses, voilà, qui sont assez classiques. Pareil, si vous aviez peut-être fait une page de lancement sur le web pour évoquer déjà l'application qui est en cours de lancement, peut-être que voilà, c'est judicieux sur cette page-là de collecter une adresse email pour prévenir des futurs clients que l'application est sortie. Donc souvent, on va laisser son adresse email pour être prévenu. Et puis là, ça sera autant
de clients potentiels ou d'utilisateurs que vous allez pouvoir prévenir lorsque ça va sortir. Donc ça peut être aussi intéressant. Si vous avez déjà un site internet aussi, bah, déjà faire la promotion, ça va aussi avec la page de lancement. Là, cette page de lancement-là peut être sur un site internet déjà existant. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur votre site internet aussi, de faire aussi la promotion de l'application que vous avez développée aussi sur votre site internet, faire les liens vers les fiches des stores depuis votre site internet. C'est important aussi de prévoir ça. Et ben, pareil, hein, travailler aussi le référencement web de ces pages-là pour que ben, dans les moteurs de recherche classiques, ben, les pages qui parlent de l'application soient bien référencées aussi pour que après on puisse aller sur la fiche du store et télécharger l'application. Donc voilà, c'est un petit peu une suite un peu logique. Monitorer aussi son application, donc suivre voilà, les statistiques de l'application, le nombre de téléchargements, l'utilisation qui est faite de l'application. On peut, comme sur des pages web, on peut mettre des trackers pour voir comment les utilisateurs utilisent l'application, quelles fonctionnalités, quels écrans sont utilisés et au contraire justement celles ceux qui ne sont pas utilisés. Se poser la question: «Et pourquoi les utilisateurs ne vont pas en fait sur telle ou telle, partie de l'application?» Est-ce que c'est l'accessibilité de cette fonctionnalité qui est pas bonne? Est-ce que c'est l'ergonomie? Est-ce que c'est, voilà, donc il faut monitorer, avec les bons outils, comment les utilisateurs, heu utilise, l'application, les fonctionnalités, qui sont utilisées. On peut avoir des statistiques sur, les temps d'écran, combien de minutes, les utilisateurs restent en moyenne sur certains écrans, voilà, où est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce qu'il y a voilà, dans l'application. Ça, c'est des informations que vous pouvez collecter, dans votre application et avoir des statistiques là-dessus, qui sont d'ailleurs, avec le temps, hein. Donc vous pouvez avoir la progression, mois par mois, semaine par semaine, jour par jour, de tout un tas d'indicateurs. Donc ça, c'est important aussi pour bien comprendre l'application et s'adapter, au fur et à mesure. Mais si vous ne monitorez pas, vous ne pouvez pas vous adapter. Vous avez aussi les stores, que ce soit le Play Store ou l'App Store, vous fournissent aussi des outils et des rapports sur plutôt la partie justement téléchargement, fiches, installation, nombre d'installations d'applications, nombre de désinstallations. Ça, c'est important aussi comme métrique, savoir voilà, combien d'utilisateurs désinstallent l'application. Ça vous permet aussi de vous renseigner sur certains problèmes. Donc voilà, donc ça, il y a des outils aussi qui sont fournis gratuitement bien entendu par les éditeurs pour suivre ces chiffres-là. Et puis après, les statistiques par contre d'utilisation de l'application à l'intérieur de votre application, ça c'est des choses qu'il faut installer dans votre application par le prestataire, mais ça se fait assez facilement. Bien sûr, il faut laisser un peu de temps, hein, c'est comme toute statistique, il faut laisser un peu de temps, pour qu'il y ait assez de statistiques pour pouvoir tirer des conclusions, pas être trop dans l'immédiat, voilà, si vous savez que vous n'avez pas non plus encore une base d'utilisateurs suffisante pour tirer des conclusions, voilà, il faut peut-être un petit peu attendre aussi. Entretenir son application, voilà, une fois que vous avez mis votre première version, dans le store, voilà, soit vous avez déjà un petit peu les coûts d'avance, définis dans le cahier des charges et vous savez, voilà, vous allez prévoir déjà les futures évolutions, de votre application ou si vous avez fait une phase de bêta test, peut-être vous avez eu aussi des retours d'utilisateurs que vous allez prévoir peut-être dans des futures évolutions. Voilà, mais il faut faire vivre l'application. Le nombre de mises à jour que va avoir une application aussi dans un store, c'est des signaux aussi positifs pour Apple et Google pour faire monter dans les résultats de recherche votre application. Hein. Plus s'il y a des mises à jour régulières, si vous entretenez votre application, vous la faites évoluer, c'est des signaux positifs pour les stores pour vous faire aussi monter l'application. Donc c'est pour ça qu'avoir une stratégie déjà d'évolution dès le départ, c'est peut-être difficile, mais c'est intéressant parce que vous allez pouvoir séquencer des futures mises à jour. Ça va être autant aussi de moyens de
pouvoir communiquer, enfin des moyens supplémentaires de communication auprès de vos utilisateurs lorsqu'il y a des mises à jour régulières. C'est, par exemple, vous pouvez envoyer une newsletter, vous pouvez envoyer une communication spéciale sur la nouvelle version. Donc ça fait vivre, si vous voulez, tout l'ensemble. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais bien entendu, pour entretenir son application, il faut prévoir forcément le budget aussi d'évolution, compter 15 à 20% du coût initial de développement chaque année pour, entretenir l'application et faire des développements et des évolutions. Comme je disais, ça peut être des fois de la correction, mais surtout de l'évolution. Ça doit être surtout de la maintenance évolutive, faire évoluer le produit. Être à l'écoute de ses utilisateurs, c'est très important, et c'est de demander des notes, des avis sur les stores mobiles. Alors ça peut être, vous l'avez peut-être déjà vu en tant qu'utilisateur d'applications mobiles, ça peut être des fois des petites pop-up dans l'application qui surgissent pour vous demander de noter, donner un avis sur l'application. Alors, faut pas être trop intrusif non plus. Il faut pas, dès que vous téléchargez l'application, que vous l'ouvrez pour la première fois, on vous demande de noter une application. Ça, c'est pas très, très bon. Faut le faire à partir du moment où l'utilisateur a déjà passé quelque temps dans l'application, aurait ouvert plusieurs fois l'application. Là, vous pouvez peut-être lui demander son avis. Mais lui demander d'emblée son avis alors qu'il vient à peine de télécharger l'application, c'est souvent très contre-productif, ça donne une mauvaise image. Donc, il vaut mieux un petit peu attendre avant de demander l'avis euh, aux utilisateurs. Vous pouvez aussi demander, si vous avez une base d'utilisateurs, vous pouvez aussi, toujours pareil, hein, dans des newsletters, dans des choses comme ça, demander à noter l'application, les envoyer directement sur la fiche du store pour mettre une note. Voilà, des critères importants aussi pour bien être référencé et bien monter dans les résultats de recherche dans les stores. Donc les notes, forcément, les avis. Maintenant, vous avez la possibilité aussi, ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais là, vous avez la possibilité aussi de répondre aux commentaires qui sont faits sur votre application dans les fiches. Donc soignez aussi cet aspect-là de réponse. Parce que des fois, voilà, il y a des choses des critiques un peu difficiles qui sont mis dans les commentaires. Faut apporter une réponse. Voilà, et toujours rester bien sûr c'est des avis, hein, donc on reste courtois, on essaie de comprendre le problème, on essaie de demander différentes choses aux utilisateurs. Voilà. Mais il faut apporter une réponse, c'est important aussi, parce que même si on a des avis négatifs, à partir du moment où les autres personnes qui vont lire ces avis négatifs voient que on répond à ces avis négatifs, qu'on cherche à comprendre, ça les rassure aussi, hein. N'hésitez pas aussi à créer des comptes dédiés, soit une page Facebook, un compte Twitter, dédié aussi spécifiquement à l'application. Ça peut être pour certaines applications assez intéressant, plutôt que d'utiliser la page Facebook ou le compte Twitter ou d'autres réseaux sociaux d'ailleurs, hein, de l'entreprise, parce que voilà, il y a peut-être d'autres communications qui passent sur ces réseaux sociaux, et peut-être qu'une publication sur l'application va mal se voir ou ne sera pas adaptée. Donc essayez de dédier aussi des comptes spécifiques où vous allez pouvoir parler de l'application dès qu'il y a une nouvelle mise à jour, et ça sera visible directement et plus facilement par les utilisateurs, plutôt qu'un compte global où tout type de communication va passer. Vous pouvez aussi créer des groupes, hein, des groupes de discussion, même sur LinkedIn. Si c'est par exemple une application plus orientée professionnelle, vous pouvez créer des groupes sur LinkedIn, des groupes d'utilisateurs. Voilà, il y a un tas de choses en fait que vous pouvez créer en termes de réseaux sociaux autour de l'application pour à la fois la faire connaître et interagir aussi avec les utilisateurs. J'ai déjà un peu parlé des évolutions, mais voilà, essayer de les imaginer aussi au plus tôt, la faire évoluer correctement, heu, avoir des coups d'avance, ça c'est important. Prévoir votre application. N'oubliez pas, voilà, l'application c'est quelque chose, une application c'est quelque chose qui vit. Déjà, quand vous avez plus de 80% des applications dans les stores qui sont des applications fantômes parce qu'elles sont jamais téléchargées, alors qu'il y a eu travail de fait, c'est déjà voilà.
Mais si en plus on ne la fait pas vivre, ben, on aura encore moins de chances d'être visible. Donc il y a plein de possibilités d'être visible au-delà des stores, hein, comme je l'ai rappelé, hein, faire la promotion dans tous les outils que vous utilisez déjà de promotion, avoir une page de lancement, avoir des pages des réseaux sociaux spécifiques. Et puis, voilà, anticiper, je pense que c'est un petit peu le fil rouge de tout ça. Ça c'est voilà, ça démarre du début jusqu'à la fin, arriver à anticiper que ce soit tous les aspects, les fonctionnalités, les évolutions de l'application, les différents délais incompressibles qu'il va avoir, à toutes les étapes, une bonne phase de recette, voilà, ça c'est vraiment, de l'anticipation, hein, mais ça vaut pour beaucoup de choses, mais il y a quelques aspects dans le développement d'applications mobiles, notamment parce qu'il y a cette barrière un petit peu à l'entrée, imposée par les stores, qui fait que voilà, il y a certaines choses qu'il faut vraiment anticiper si on ne va pas se retrouver des fois avec, des situations, de rejet ou, bah, du délai dans une mise en production, une mise à disposition qu'on avait prévue et qui va être retardée, par, par Apple ou par Google parce qu'on parle d'applications mobiles et qu'on demande à être dans sur le téléphone de leurs clients. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Très bien, bah, J'espère merci aussi. et puis à un prochain atelier.